J'invite les gens qui sont encore un peu plus loin à venir nous rejoindre. Il reste encore quelques places ici de choix. Et cet après-midi, nous avons pour vous 3 invités qui ont gracieusement répondu à l'invitation de l'OCPM. On a d'abord M. Christian Belair, qui est président et cofondateur de Credo, une firme qu'il a fondée et qui transforme les idées en projets avec de l'impact, dit-on. C'est également le cofondateur d'un espace collaboratif, La Gare, qui aide les entreprises émergentes dans le quartier du Myland à Montréal. Et de 2011 à 2014, il a dirigé le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Nous avons également avec nous Florence Pauillac, qui est professeure à l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal au sein du département d'études urbaines et touristiques, qui a un doctorat en études urbaines qu'elle a obtenu à l'INRS, Urbanisation, Culture, Société, à Montréal. Et elle était auparavant maître de conférence à l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et finalement, je m'excuse, je pense que le micro griche un peu, hein? Et finalement, on a avec nous Dinou Bombarou, formé en architecture et conservation à Montréal, Rome et en Angleterre. Dinou Bombarou travaille à l'organisme Héritage Montréal, où il est directeur des politiques. C'est une organisation qui regroupe bien sûr des acteurs économiques, universitaires, associatifs, pour mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager, mémoriel et naturel des communautés du Québec et de la métropole. On sait que Dinou a été très, je dirais, important dans la conception des premiers outils formels de consultation publique à Montréal, de façon à pouvoir éclairer les prises de décision et enrichir le patrimoine. Donc, on le remercie beaucoup d'être ici. Je vous invite vraiment à vous avancer. Il y a plusieurs places en avant sur le centre, donc venez vous joindre à nous là-dessus. Alors, madame, messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aurais envie de vous poser une question pour lancer un peu le débat. On est ici pour travailler sur la stratégie du centre-ville. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas lu, la stratégie du centre-ville propose 3 grands défis, hein, qui sont ceux du transport, du développement économique et de la création de milieux de vie, et propose un certain nombre de projets chantiers sur lesquels on va agir. On retrouve dans l'énoncé de vision au-delà de 20 priorités ou attributs pour Montréal. Alors, j'aurais envie de vous demander, d'entrée de jeu, d'après vous, s'il y avait une idée importante pour relancer et garantir l'avenir du centre-ville, quelle serait-elle? Qui a envie de se lancer? C'est ma poutre d'oreille qui griche, excusez. Je vais l'enlever en essayant de ne pas la perdre. Allez-y. Je sais pas, moi, pour briser la glace, hein, même si ce n'est pas la saison, je pense qu'il faudrait mettre un peu d'identité et d'âme là-dedans, là, parce que les centres-villes ne sont pas des formules arithmétiques, statistiques, que ce soit des statistiques économiques ou sociales ou de pied carré. C'est des êtres particuliers au cœur des métropoles et de leur citoyenneté. Alors, identité. Donc, identité serait l'idée. C'est pour ça qu'on va à Manhattan, c'est pour ça qu'on va à Brooklyn, c'est pour ça qu'on va au cœur de Paris, au cœur de Londres. C'est autant les gens, les touristes, les résidents, il faut l'affirmer, ça. Présentement, ça ne l'est pas. OK, on garde l'idée. Identité peut-être pas entièrement affirmée à Montréal. Peut-être pour continuer sur les questions d'identité, de pratique, je pense qu'à la lecture de la stratégie, on pourrait se dire aussi qu'il faudrait un peu plus d'urbanisme des modes de vie, des pratiques, pour permettre une meilleure cohabitation des populations qui sont concernées par ce centre-ville et un meilleur arrimage peut-être entre de la vie locale, de la vie de proximité dans certains quartiers et des grandes fonctions métropolitaines que représente le centre-ville, une fonction économique, culturelle, historique, et donc un urbanisme qui tienne compte des temporalités, des pratiques, des besoins des populations. Donc un urbanisme des modes de vie et pas uniquement un urbanisme peut-être des infrastructures et des grands projets. D'accord. Et vous, M. Belair?
Donc, je rejoins mes collègues sur l'identité, puis sur l'urbanisme local et la diversité, la mixité des populations et des besoins. Moi, j'y allais sur l'expérience, mais ça rejoint au fond exactement ce que mes collègues ont dit. Donc, quelle est l'expérience du centre-ville? Quelle est l'expérience montréalaise dans notre centre-ville? Et je sais que c'est une idée, mais j'aurais dit aussi le transport, le projet avec la caisse de dépôt. Donc, il faut amener les gens au centre-ville. Et donc, tout l'aspect du transport et, entre autres, celui de la caisse de dépôt. Je trouve ça intéressant que vous ameniez cette idée parce que le transport va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour s'assurer que, justement, un projet d'infrastructure qui est important et qui a une place importante dans la stratégie amène les gens vers le centre-ville et non pas les ramène vers des structures qui sont peut-être plus excentriques, pour ne pas le nommer, comme le 10-30, par exemple, qui va être un des arrêts. Avez-vous une idée par rapport à ça? Sur les questions de transport qui sont un peu plus peut-être l'objet que j'examine régulièrement dans la région métropolitaine de Montréal, la première chose, c'est que le REM, c'est un projet métropolitain. Il y a du retour. C'est un projet métropolitain. Donc, c'est un projet qui amène les gens au centre, qui va les amener aussi peut-être de périphérie à périphérie. Puis, c'est un réseau qui marche dans les deux sens. Ça amène des gens, puis ça peut les amener en dehors du centre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le REM, c'est un projet régional de transport collectif qui ne concerne pas du tout l'échelle des populations, justement, qui vivent dans les quartiers autour du centre des affaires. La mobilité quotidienne dans le centre-ville, ce n'est pas le REM. Hein, c'est d'autres projets qui sont nécessaires en termes de qualité des espaces publics, de cheminement piétonnier, de mobilité active. Alors, l'un et l'autre sont importants, des grands transports collectifs de masse. Mais si on veut aussi avoir une expérience de mobilité intéressante en centre-ville, si on veut pouvoir y rester, s'y balader, profiter des activités qui s'y déploient, il faut aussi penser le transport quotidien, la mobilité dans l'espace du centre-ville, ce que ne propose pas le REM parce que ce n'est pas sa vocation. Mais donc, c'est un autre projet. Retrouvez-vous ces éléments-là dans la stratégie? Alors, la stratégie, elle a un axe, un chantier, je crois comme ça, sur le transport collectif. Notamment autour du REM, c'est utile, c'est quasiment indispensable, je dirais, pour la vitalité du centre-ville. On y retrouve beaucoup moins les questions d'accessibilité universelle. Comment permettre une mobilité sans couture pour les usagers du centre-ville, pour pouvoir naviguer entre les quartiers, entre les espaces, entre les équipements, en sécurité pour tous les âges, pour tous les publics, avec un confort dans le déplacement. J'aime que ce soit confortable, le moins de friction possible avec les automobiles, avec les camions, que ça soit pas trop bruyant, que je me sente pas asphyxiée par la pollution. Donc, ça prend des stratégies beaucoup plus à des micro-échelles de confort, de qualité, d'accessibilité universelle que pour le moment, je vais être modeste dans ma critique, pour le moment, on retrouve beaucoup moins dans la stratégie. Or, on nous explique qu'on veut garder des populations en centre-ville, des familles, qu'on veut répondre aux usagers. Donc, cette question-là se pose aussi. Nos qualités des déplacements au jour le jour, 24 heures sur 24. Okay. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui, allez-y. On parle beaucoup de centre par rapport au centre lui-même et souvent, vous savez, le centre qu'on a à Montréal, il part de la rue Moreau, il s'en va jusque dans Griffintown. Il fait juste un petit bout de la montagne, malgré ce qu'on pense, parce que la montagne arrête dans le milieu de Camillewood. Mais finalement, c'est un grand territoire dont on peut se poser des questions s'il est vu dans une perspective d'ensemble. Enfin, ce qui est la valeur d'un centre, c'est qu'il est connecté au reste. Sinon, c'est un isolat, en quelque part, qui flotte tout seul, et ça ne va jamais marcher. Puis on ne peut pas compter uniquement sur un train électrique ou une piste cyclable ou, je sais pas, une ligne d'autobus pour résoudre ça. Ça prend une vue d'ensemble. Alors qu'on sait très bien qu'on a perdu un peu cette habilité. Les débats sur le plan de développement de Montréal, le plan d'urbanisme qui est sans cesse repoussé dans sa mise à jour, la façon dont le schéma d'agglomération a été adopté, ça nous dénote qu'on a besoin d'investir beaucoup dans la vue d'ensemble pour que le centre ne soit pas juste un bel objet qui flotte dans un réseau complètement déconnecté. Et c'est un peu par rapport à ce que vous disiez. On est ici à Place des Arts, mais il faut imaginer que depuis une génération, les territoires qui seront desservis à l'échelle métropolitaine se sont donné leur propre Place des Arts. Il y en a à Terrebonne, il y en a à Longueuil,
il y en a dans l'ouest de l'île, il y en a dans l'est de la région. Alors, comment est-ce qu'on a un réseau où le centre est heureux et participe d'une métropole qui est heureuse? Je prends des termes humains comme ça parce que c'est bien de penser de temps en temps à personnaliser les choses. On est dans une société qui aime bien le data, les données. Le gouverneur général nous rappelait que data, ce n'est pas de l'information, ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas de la sagesse. Où est-ce qu'on veut une stratégie? Est-ce que c'est juste une stratégie de data? Puis le data, ce n'est pas juste les méchants économistes qui ont ça. Les gens qui réclament, et on comprend que c'est plus facile de réclamer des kilomètres de pistes cyclables qu'une circulabilité agréable au centre-ville. C'est l'expérience dont parlait mon collègue ici. Mais il faut aller un petit peu au-delà de cette habitude à chercher des chiffres et chercher des qualités, et pas juste les promettre, mais les réaliser. Ça nous amène à toute la question de l'expérience et des éléments distinctifs, Christian Belair. Oui, en ce sens. Je pense que ça ne doit pas être un centre-ville en compétition avec les différents arrondissements. Ça doit se faire en complémentarité de ce qui se fait déjà. De la même manière qu'en transport, on parle davantage d'intermodalité. Donc, comment les différentes voies d'accès vont mener au centre-ville et vont connecter les unes avec les autres. Et l'expérience montréalaise, au fond, l'expérience du centre-ville, va venir compléter ces expériences qu'on peut avoir dans le Myland, qu'on peut avoir sur le plateau Mont-Royal, qu'on peut avoir dans Griffintown. Oui. Mais c'est de trouver quelle va être cette identité propre au centre-ville de Montréal et qui ne sera pas une identité, on parlait un petit peu avant la conférence, qui ne sera pas simplement une identité de jour, de semaine, mais qui va être une identité aussi, comme j'ai encore là, complémentaire avec ce qui se fait de soir, ce qui se fait de week-end, qui va être au fond temporel, mais qui va être aussi, qui va se décliner à différents moments de l'année, où on a une activité très grande l'été avec les festivals, mais très peu d'activité durant l'hiver. Donc, tout l'aspect de la nordicité qui est la nôtre aussi, comment on va l'exploiter dans un centre-ville comme Montréal. Et en ce sens-là, les gens vont venir à Montréal. Oui, il y aura de l'intermodalité. Oui, il y aura un transport avec le projet de la caisse de dépôt. Les gens pourront venir, pourront repartir. Donc, il y aura une circulation. Je ne pense pas que l'objectif est d'attirer les gens au centre-ville et de les garder. On n'est pas dans une idée de rétention, mais bien de s'assurer qu'on l'expérience fait que les gens passent par ici et ensuite visitent le reste de l'île de Montréal et ensuite reviennent. Et donc, il y a un trafic, il y a une fluidité. Mais c'est intéressant que vous parliez de rétention parce que quand même, la stratégie parle beaucoup d'attractivité. On parle notamment d'attractivité des entreprises. Vous nous disiez, on lisait tout à l'heure dans vos notes biographiques que votre entreprise est installée dans le Myland. Aviez-vous pensé venir au centre-ville? Oui, on a visité, j'ai visité plusieurs quartiers à Montréal. Nous, notre espace était complet après 6 mois, donc on avait cette question d'expansion. Et le centre-ville était une des premières destinations qu'on a regardées, avec le Vieux-Montréal aussi. Maintenant, le marché a changé, mais il y a des joueurs comme, je pense, WeWork qui s'est installé à la place Ville-Marie, puis c'est une bonne chose. Moi, je pense quand WeWork a été annoncé, les gens nous posaient la question si on voyait qu'il y avait la compétition, si ça allait affecter nos plans. Et au contraire, je pense que plus qu'il y a d'espace à Montréal, mieux que c'est. Mieux que ça va amener des jeunes startups au centre-ville pour se démarrer. Puis si ça fonctionne bien, mais ça sera peut-être une opportunité pour nous et d'autres joueurs de s'établir au centre-ville. Mais il y a effectivement une activité propre au centre-ville. Oui. Qu'est-ce qui manquait au centre-ville? Je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qui manquait au centre-ville pour que vous vous y installiez ou que vous fassiez votre opération d'expansion dont vous nous parlez? Il y a différents facteurs au niveau du centre-ville. Je vais y aller directement, le prix au pied carré de l'immobilier. Dans un secteur comme le nôtre, le prix au pied carré va jouer énormément d'un secteur à l'autre. Puis ensuite, autre ça va être la culture ou la communauté locale aussi, donc ce qui va être recherché. Ce qui, somme toute, se développe aussi au centre-ville. Moi, je suis agréablement surpris de voir des cafés comme Myriad qui ont commencé au centre-ville, qui maintenant s'exportent sur le plateau Mont-Royal, alors qu'habituellement, on va voir l'inverse. Mais en même temps, de voir aussi des Frank Oak qui sont partis dans le Myland, qui aujourd'hui ouvrent des boutiques dans le centre-ville, parce qu'il y a une nécessité pour des entreprises comme Frank Oak d'avoir un pied à terre au centre-ville. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un aspect de culture qui fait qui se développe, mais qui, pour nous, à l'époque, était peut-être pas encore tout à fait au rendez-vous. Vous parlez beaucoup de liens avec les quartiers. J'aimerais bien vous entendre, Dino Bombarou et puis Florence Pauillac, sur les questions de liens entre les différents quartiers. Peut-être, Dino, vous aviez commencé à explorer cette idée. Oui, on explore Montréal tous les jours. Et vous savez, il n'y a pas que des gens qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui explorent sans le savoir. Il y a quelques années, le cycle de conférences Urba que Florence Jonca-Adenau organise à l'UQAM, qui est toujours un enrichissement formidable, avait permis d'entendre
la responsable, la chargée de l'urbanisme pour la ville de Berlin. On s'entend, c'est une ville qui a été très divisée physiquement, politiquement, internationalement. Et c'était pour présenter le plan de transport. Alors, tu sais, c'est quoi de plus génial qu'un plan de transport venant d'Europe, en plus une Europe un peu nordique comme ça, où il y a des vélos, des tramways, tout ce que vous voudrez. Mais ultimement, dans l'échange avec le public, ce que la responsable avait dit, c'est qu'une des qualités de succès de leur plan de transport, qui autrement serait très bon pour les ingénieurs, que ce soit les ingénieurs communautaires ou les ingénieurs des marchands de train, puis de tout ça, eh bien, c'est qu'ils ont institué ou reconnu la fonction de flâneur dans leur plan de transport. Et ça, c'est les citoyens qui prennent du plaisir à se promener en ville. Et si le système est capable de les satisfaire, le système est un succès. Sinon, on se retrouve uniquement avec l'image est un peu méchante, mais quasiment de la mobilité de bétail, oui, de A à B, alors qu'il faut trouver une façon que se promener d'un quartier à l'autre soit une expérience intéressante et qu'il y ait un sentiment de reconnaissance de la diversité physique, architecturale, géographique. Vous savez, quand on parle de patrimoine, puis quand on parle d'urbanisme, on parle un peu de plus en plus d'un paysage vivant. C'est un écosystème. Et peut-être qu'il serait intéressant de voir que ce paysage vivant a 3 sources. La géographie, c'est quoi la forme, la distance, l'orientation des quartiers, comment ils sont. Il y a la société, puis c'est là qu'on arrive avec des préoccupations sur la diversité sociale des quartiers. C'est aussi important, je peux vous dire, qu'un équipement de transport public. Et troisièmement, c'est le temps qu'on y met, parce que souvent, on fait des gestes à la pièce. Ça nous prend beaucoup de temps de chantier, puis après ça, on ne fait pas de maintenance, ce qui fait qu'on est toujours à recommencer parce qu'on n'a pas pris le temps de bien faire l'ouvrage. D'accord. Et vous, Mme Poyet? Vraiment, j'adhère aux propos. La question du centre se pose généralement en connexion, en relation, en interdépendance avec les autres quartiers. Le centre pour le centre n'a pas vraiment de viabilité selon moi. Donc la connexion, c'est quelque chose de très important. L'expérience de passer d'un quartier à l'autre, c'est aussi une des vocations du centre-ville. Qu'on pense aux touristes, aux visiteurs, qu'on pense aux travailleurs qui viennent travailler et qui repartent. Donc l'importance des connexions entre les quartiers est essentielle pour le centre et le reste de la métropole, j'aurais tendance à dire. Donc vraiment, l'ensemble compte plus que le centre tout seul ou les parties séparées. Dans l'expérience qui est relatée, la question du plaisir, la question de l'expérience, de la mobilité est vraiment effectivement essentiel, ce qui suppose donc de ne pas travailler que sur le transport, mais bien sur la mobilité, sur l'expérience elle-même. Et donc ça suppose des interventions sur les ambiances des quartiers, l'esthétique, les espaces publics. Puis si on se tourne vers d'autres expériences à l'étranger, on sait que les villes investissent beaucoup dans la qualité de leurs espaces publics, dans leur cheminement, dans leur réseau de parcs, leur réseau d'espaces publics, parce que l'usager, c'est celui qui traverse les quartiers, qui a plusieurs vies à plusieurs endroits. Même s'il travaille de 9 à 5 au centre-ville, sa vie sur une semaine, sur une année, elle se déploie dans divers secteurs. Donc le centre est un de ces secteurs-là. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et pour revenir peut-être à la stratégie qui nous réunit aujourd'hui, moi, je suis un petit peu inquiète, pour ne pas vous le cacher, d'une stratégie qui réfléchit un peu en vase clos au centre-ville. Un centre-ville qui est lui-même mis en quartier. On comprend qu'il est composé de nombreux quartiers différents. Mais quand même, on réfléchit dans des limites territoriales assez rigides. On propose d'en faire un quartier urbain, dense, mixte, ce qu'il est déjà par nature. C'est le quartier le plus urbain et le plus dense et le plus mixte qui existe dans la métropole. On propose donc une stratégie de renforcement de ces qualités-là, alors même qu'à l'échelle métropolitaine, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, lui, est fondé sur la multipolarité. Donc ma question, c'est... OK, on travaille sur le centre-ville, mais quelles sont les complémentarités, quelles sont les relations avec les autres territoires qui constituent la métropole, alors que dans d'autres instances et dans d'autres stratégies, on est sur une vision multipolaire. Donc là, à mon avis, il y a des éléments qui viennent d'être soulevés, qui devraient être réintégrés dans la réflexion collective qui est ouverte ici aujourd'hui, parce que le centre est en interdépendance par nature. Et c'est un lieu de passage. On reste, on repart, on y reste un peu, beaucoup, mais c'est une interaction constante.
Mais des voies de la stratégie, un des objectifs de la stratégie, c'est d'en faire encore un centre-ville encore plus habité. Hein. On sait déjà qu'on est un centre-ville relativement habité en Amérique du Nord, le deuxième, si je ne m'abuse, le plus habité en Amérique du Nord, mais on parle maintenant de faire venir 50 000 nouveaux ménages dans le centre-ville. On va même jusqu'à 100 000 dans une perspective de long terme. Oui, mais de moyen terme, pour 2030, on parle de 50 000 nouveaux ménages. Est-ce que ça vous paraît un objectif louable, souhaitable, réaliste, réalisable? Alors moi, je pense qu'on ne peut être que pour la vitalité et le dynamisme d'une manière générale. Cela étant dit, on sait que la croissance démographique de la région métropolitaine de Montréal dans les 20 prochaines années ne va pas être celle de Vancouver, ne sera pas celle de Toronto, elle sera beaucoup, beaucoup plus modeste. Donc, ça veut dire qu'on suppose qu'on va accaparer une partie de cette croissance pour le centre, un centre qui est déjà extrêmement dense et dans lequel il y a une population qui n'est peut-être pas la population qu'on souhaiterait avoir, mais en tout cas qui est une population qui est déjà existante. Ma question reste la même. Quand vous dites « souhaiterait avoir », c'est par rapport à... On explique dans le document qu'on a surtout des ménages de taille très réduite et qu'on aimerait garder plus... qu'on aimerait certainement aussi avoir des familles, donc sous-entendu avec des ménages avec un ou plusieurs enfants. Donc la question se pose on capte une partie de cette croissance démographique, alors même que le plan métropolitain d'aménagement propose de répartir dans la région métropolitaine cette croissance démographique. Donc là, il y a peut-être un petit élément de concurrence entre le centre-ville et le reste de la métropole. Et sur la composition de cette croissance, des familles formidables. Quelle famille souhaite habiter au centre, dans quelles conditions de qualité de vie, avec quel mode de vie, quel rythme. Et ça, cette réflexion sur quels sont les futurs modes de vie, je parlais d'urbanisme des modes de vie, quels sont les besoins des populations dans 15 ans, quels seront-ils? Est-ce qu'on anticipe des changements dans les consommations, dans les façons de travailler, dans les façons d'éduquer, de se cultiver? Comment on prend en compte aussi ces tendances? C'est quelque chose qui reste assez flou, la catégorie famille étant généralement très peu définie, et ça mériterait de l'être, à mon avis. Est-ce qu'on a des exemples, n'importe lequel d'entre vous, est-ce qu'on a des exemples de choses qui se passent à l'étranger qui nous montreraient peut-être des exemples de centre-ville habités, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faut compter? On sait qu'aux États-Unis, par exemple, les centres-villes sont très, très peu habités, vers le rêve de la banlieue, chacun sa petite clôture, et ainsi de suite. Par contre, chez nos voisins européens, on a des centres-villes qui sont absolument dynamiques et vivants. Donc, est-ce qu'il y a des modèles sur lesquels on devrait s'appuyer? Dis-nous. Il y a quelques années, j'étais allé à un colloque à Atlanta, et dans le journal, j'ouvre et les gens célébraient, c'était dans les années début 2000, quelque chose comme ça, ils célébraient les premiers nouveaux résidents depuis les années 80 au centre-ville. Donc, c'est un événement. Mais ce qu'il faut peut-être arrêter de casser du sucre, c'est facile. C'est vrai que les centres-villes des villes nord-américaines se sont décomposés parce qu'ils ont été abandonnés, mais c'est vrai aussi qu'on devrait, comme Montréalais, regarder ce qui se passe à côté parce qu'on a tendance à être bien assis sur notre triplexitude. Puis le fait qu'on a une échelle. Puis je suis tout à fait d'accord avec Florence. Il y a des villes qui se redéveloppent. À New York, il y a eu une exposition au MoMA sur Uneven Growth, là, qui a démontré qu'on construit beaucoup. On va chercher de la statistique de logement, puis on se promène à côté des tours à 10 heures le soir, puis il n'y a rien d'allumé parce que ce sont des tours d'investissement, ce n'est pas des tours d'habitation. Et là, il faut trouver une façon de ne pas se faire leurrer. Alors, comment une cité est capable est-ce que c'est par la création de coopératives? Même dans les coopératives, il peut y avoir des investisseurs. Ce n'est pas des panacées. Alors, il faut imaginer, au-delà de la statistique, qu'est-ce qu'on veut comme résultat. Puis je pense que les villes qui réussissent, c'est parce qu'elles travaillent davantage sur le résultat que sur la statistique. C'est un exemple qui est amusant et lointain, donc c'est pas que je peux raconter n'importe quoi, là, mais si vous allez à Johannesburg, une partie du centre-ville a été revitalisée parce qu'ils ont dit comment on peut établir des conditions de sécurité et de confiance. C'est des qualités qu'on croit avoir, mais qu'on pourrait facilement perdre si on ne fait pas attention. Et ils ont notamment travaillé avec les étudiants des universités qui sont plantés au centre-ville, qui ont été reconnus comme une force motrice. Alors qu'ici, c'est
on fait de la statistique avec ça, mais ça pourrait être mieux travaillé, ces Ça choses-là. pourrait être travaillé. Les zones et les... Allez-y, voilà. terminez votre Non, idée. puis il ne faut pas oublier que les universités aussi, elles ne sont pas toujours des bonnes voisines des quartiers existants, parce qu'on a des quartiers qui ont résisté à l'abandon du centre-ville de Montréal, et il faudrait les chérir, ces gens-là, plutôt que leur dire, ben, c'est de la statistique, puis on va les laisser aller au plus offrant. McGill font des efforts, Concordia, l'UQAM, mais comment ça se travaille? Puis on espère que l'Université de Montréal va rentrer enfin dans le centre-ville, parce que maintenant, on a la plus grande université du Québec qui est exclue du centre-ville de Montréal par un geste bêtement administratif, comme on en a. Donc, on peut penser donc à redéfinir des frontières peut-être pour le centre-ville. Pas des dans la frontières, réflexion. des parvis, Oui. c'est ça, c'est des portes. Christian Belair. Tout à fait d'accord sur le fait que ce n'est pas une question de frontières, c'est plus une question d'état d'esprit dans ce sens-là et d'intérêt pour le centre-ville. Et je pense que les universités comme l'Université de Montréal ont un intérêt pour le centre-ville. Il y a aussi toute une clientèle étudiante qui est très près du centre-ville et qui peut l'occuper et qui l'occupe bien. On voit aussi les anciens hôtels qui ont été convertis en résidences étudiantes qui amènent une énergie au centre-ville. Mais en même temps, je pense qu'au niveau du logement, on doit davantage axer sur du logement durable, donc du modèle coopératif. Et la même chose pour l'économie aussi. Quand on parle de revitaliser Montréal, d'y aller avec une économie qui va être durable aussi, qui va être une économie cyclique et qui va être capable, d'une certaine manière, dans certains cas, d'être aussi propriétaire de soit de ses terrains ou soit de l'immobilier, et donc sur des modèles différents économiques. L'autre chose, je suis assez perplexe sur les 50 000 nouveaux ménages et entre autres sur l'attraction des familles au centre-ville. Je comprends que les gens, on veut qu'ils se rapprochent du centre-ville, mais quelle qualité de vie on va donner à ces familles, d'une part. Donc, que ce soit les espaces publics, c'est bien la place des festivals, mais l'été, c'est occupé, puis on peut aller faire un tour une fois par semaine, par week-end avec les enfants, mais c'est pas là où on va passer tous les soirs après l'école. Donc, il y a de sérieux enjeux d'amener les familles au centre-ville. Je ne sais pas si c'est nécessairement qu'est-ce qu'on souhaite. Puis, il y a un aspect culturel aussi où, de part et d'autre, on va devoir intégrer les enfants dans nos habitudes de vie, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les activités, d'accepter que les enfants, ça fait du bruit, ça crie, et que dans certains cas, que ça traverse la rue au mauvais moment aussi. Et donc, je le vois dans le centre-ville, et très anecdotique. Si vous prenez le transport en commun et vous regardez les petites insignes, ça dit de céder la place aux gens qui sont handicapés, qui sont blessés, mais ça ne dit jamais de céder la place aux enfants. Mais vous ferez le centre-ville de Montréal en transport en commun et vous verrez que c'est une fois sur deux où les gens cèdent leur siège. Donc, il y a un aspect pour moi qui est beaucoup plus culturel dès le départ sur l'aspect familial. Donc, s'il y avait un défi dans ce que je vois dans la stratégie, je vois qu'on parle de famille, mais je suis assez perplexe, j'ai de forts doutes sur notre capacité réelle d'attirer les familles. Et si c'est souhaitable, somme toute. Et est-ce qu'elles ont envie? Au centre-ville. J'aimerais inviter les gens dans la salle, si vous avez des questions, peut-être à lever la main. On a Guy derrière qui agit à titre de gazelle, qui viendra vous apporter le micro si c'est nécessaire. Est-ce que j'ai une intervention? Simplement me faire signe si jamais vous voulez intervenir. Parfait. Monsieur en avant a une question, ça t'amène à faire le tour. Mais pendant qu'on avance, je sais pas, je pense qu'il va être obligé de sortir de la salle pour pouvoir nous apporter ça. Moi, je me pose la question. Vous l'abordez très bien sur la question des centres-villes habités, mais est-ce qu'il y a moyen de réfléchir peut-être à des cycles de vie, ou est-ce qu'on devrait, dans la stratégie du centre-ville, réfléchir à des cycles de vie qui fait en sorte qu'on propose certains types d'aménagements qui vont permettre, on sait à l'heure actuelle, 57 % c'est des personnes seules. On sait que, par exemple, dans des endroits comme Concordia, autour de Concordia, presque tout ce qui est nouvellement habité s'habite par des étudiants étrangers qui sont là pour des périodes très, très, très courtes. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies qu'il faudrait se donner? Monsieur, je vais vous laisser, avant de leur laisser répondre, je vais vous laisser poser votre question. Comme Vous vous nommez, s'il vous plaît. Marcel Lano, un citoyen de Montréal. Comme le disait M. Belair, j'ai assisté dernièrement à une causerie de M. Bergeron, un conseiller municipal, qui disait qu'il voulait avoir le plus de bureaux possible dans le centre-ville et le plus de familles possible dans le centre-ville. Mais moi, comme M. Belair, ça ne me rentre pas dans la tête. Moi, je trouve que le centre-ville, ce n'est pas un endroit pour les familles. Et puis des bureaux, je ne sais pas, on va être beaucoup tassés. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est celui qui demeure en banlieue. Il faut qu'il y ait un grand terrain, il faut qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait une piscine, il faut qu'il y ait 2 autos en avant de la maison,
Mais nous autres, au centre-ville, il faut avoir des petits appartements, puis il faut serrer les fesses. Oui. Alors, Donc, vous moi, parlez... j'ai bien de la misère à gérer ça. Oui, vous parlez de typologie de logement. Monsieur Bergeron sera avec nous tout à l'heure, donc vous pourrez lui poser la question directement. Il y a madame derrière vous, mais peut-être que vous avez envie de répondre aux commentaires de monsieur ou à ma question. Je trouve que vous posez la question essentielle derrière la stratégie qui est proposée, c'est quels sont les produits d'habitation. Est-ce qu'on peut aussi réfléchir à de l'innovation dans les produits d'habitation à proposer à des ménages qui ne soient pas uniquement peut-être des ménages d'une personne ou allant jusqu'à des familles? Est-ce qu'on est capable de réfléchir à autre chose que des tours d'appartements en centre-ville? Est-ce qu'on a des produits architecturaux qui peuvent être différents, beaucoup plus modulaires, qui soient des logements intermédiaires, qui fassent l'intermédiaire entre la maison de banlieue et l'appartement en centre-ville? Et c'est des choses qui collectivement pourraient être débattues sur est-ce qu'il y a des alternatives? Et certainement qu'il y en a qui font changer les référentiels des promoteurs immobiliers. Mais ça pourrait être une partie de la réponse. L'habiter, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et les besoins d'habitat devraient donner lieu à de l'innovation dans la production de logements, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est assez intéressant ce que vous dites. J'avais assisté à une conférence qui nous présentait des exemples de logements qui se font notamment en Allemagne, beaucoup dans la région de Berlin, où les gens reconsidèrent même les questions des espaces communs versus les espaces privés et construisent tout à fait différemment et de façon nouvelle. Monsieur Bumbaron. Il y a de l'expérience. On peut faire beaucoup d'expérimentation. Il y a des architectes. On a Habitat 67 qui est une belle démonstration qu'à Montréal, on est capable de faire des choses novatrices, mais il n'y a pas juste ça. Il y a la coop de la rue Richemont, Milton Park, il y en a partout. Mais 50 000, vous imaginez la quantité que ça représente. Là, on est de l'expérimentation à l'échelle soviétique. Alors peut-être qu'il faut avoir une approche un peu différente. Et effectivement, la question des tours, la question du mode de production de logement, mais il y a peut-être une réflexion préalable à se faire. Est-ce qu'on veut une stratégie foncière au centre-ville public? Parce que là, présentement, on a des outils d'urbanisme qui ont beaucoup soutenu la spéculation, les hausses de valeur, et pas nécessairement la réalisation d'un centre-ville vivant qu'on souhaiterait. Oui. J'ai une deuxième demande d'intervention. Bonjour, Louise Constantin, la Fédération des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain. Oui, 50 000, c'est une ville en soi. On croirait réentendre le maire Drapeau qui voulait faire de Montréal une ville de combien? 7 millions. 7 millions. L'île des Sœurs, on prévoyait 50 000 habitants. Là, on est rendu plafonné à peu près à 16 000. Mais quand on parle de centre-ville, on parle de quartiers familiaux. On ne parle pas seulement de Peel et René Lévesque. On parle de Centre-Sud, on parle de Pointe-Saint-Charles, on parle des quartiers Griffintown. Ce sont des quartiers traditionnellement familiaux. Donc, je pense que c'est très important de maintenir la mission. La chose qui nous inquiète, et quand on travaille dans le domaine du logement depuis longtemps, c'est toujours l'impression de déjà entendu, de vouloir revenir avec l'image d'un centre-ville élitiste, comme ce qui se fait, les modèles qu'on voit dans plusieurs villes, un centre, vous l'avez dit, M. Belair, le facteur, c'est cher. Alors, comment est-ce qu'on peut penser un centre-ville durable et accessible? Voilà une question. Bien, je pense que c'est la question qui touche le logement et tout ça. Et tout ce qu'on a vu sur les tableaux là-bas, c'est des tours. Et qui va vivre dans ces tours-là? Là? Est-ce que c'est les Montréalais? La question peut se poser. Bonne question. Monsieur Belair, vous réagir? Je suis assez d'accord avec son commentaire, entre autres pour les quartiers sud-ouest, centre-sud, qui sont historiquement les quartiers assez familiaux. Mais ça me faisait penser à la rue Saint-Laurent quand je parlais d'économie durable, dans le sens où on voit les commerces fermés un après les autres. Il est peut-être temps de commencer à choisir les gens qui vont occuper ces commerces, puis avec des modèles alternatifs. Je pense entre autres à Potluck, qui demande aux gens du quartier de décider quel commerce ils aimeraient avoir aussi. Donc, de commencer à interpeller les citoyens sur le type d'économie locale qu'ils souhaitent avoir et que ce ne soit pas simplement fait sur le plateau Mont-Royal, mais que ce soit fait aussi au centre-ville. Et donc, on soit plus dans des modèles où les gens s'approprient les commerces bien avant que ceux-ci soient sur place et qu'on ait, au fond, une meilleure garantie de succès
et que dans le temps, ces commerces perdurent et que ce ne soient pas nécessairement des modes ou, comme vous disiez tantôt, cycliques. Donc, on soit plus sur un cycle beaucoup plus long terme. Oui. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à répondre à Madame sur... C'est plutôt sur la stratégie les stratégies commerciales, c'est assez frappant dans le document, parce qu'il faut quand même revenir peut-être au document public qui nous est soumis collectivement. Pour ma part, qui ne suis pas du tout une spécialiste d'économie et d'activité commerciale, dans une stratégie d'attirer des familles dont on ne sait pas d'ailleurs quelle population on souhaiterait voir arriver dans le centre-ville, ce qui là aussi à mon sens est un peu problématique parce qu'il y a des besoins sociaux en logement énormes dans la région métropolitaine. Donc quelle population, quelle classe sociale, quelle composition. Je suis frappée de voir qu'il y a une volonté d'équiper le territoire en services, parce qu'une famille, ça a des besoins, donc il faut des CPE, des écoles, etc. Bon, certes, mais il n'y a pas de stratégie commerciale, me semble-t-il, dans le document en tant que tel. C'est-à-dire ces familles qui vont qui auront des obligations de consommation diverses et variées. Il n'y a pas de stratégie commerciale à proprement parler dans le vaste secteur du centre-ville qui nous est présenté. Or, là aussi, cette stratégie commerciale, elle devrait être au cœur des choix collectifs des réaménagements qui sont proposés. Voilà. J'ai une demande d'intervention ici derrière. Oui, bonjour. Vous nommer, s'il vous plaît. Oui, Serge Harvey. Vous avez parlé d'habitation, mais je me posais comme question, est-ce qu'une institution comme soit une université, comme vous avez parlé, ou un musée, peut avoir un rôle à jouer dans une stratégie centre-ville et quels sont les exemples de rôles que pourrait jouer ce type d'institution-là dans le développement d'un centre-ville? Très bonne question. Ben, c'est tout naturel. C'est sûr que sous-jacent à tout ça, il y a des questions de fonctionnalité, d'équité, de tout ça, de rentabilité, mais il y a aussi qu'est-ce que c'est qu'un centre. Puis il y a des choses qu'on met dans le centre plutôt que de les garrocher sur le bord d'autoroute un peu partout. Évidemment, on n'a pas choisi où est le fleuve, où est le Mont-Royal. Ça nous a défini un centre avec une géographie bien particulière. Mais c'est un endroit où on met des valeurs collectives. C'est pas juste un collage de petits quartiers, certains business, d'autres familiaux, de victoriens ou autres. Il y a une notion qui transcende ça. Alors, il y a des équipements qui ont une valeur de centralité. Et puis, on leur remarque aussi comment les capitales se comportent à travers le monde, qu'ils essayent de concentrer. On a fait des antennes du Louvre à Lens ou en Alsace, mais on n'a pas déplacé le Louvre. En quelque part, rappelez-vous, la bataille de l'Hôtel-Dieu, à l'occasion du 350e, c'était vraiment comment est-ce qu'on voulait arracher un élément de l'ADN du cœur de Montréal. Ce n'était pas dans le centre-ville délimité administrativement, parce qu'on le sait, techniquement, c'est sur le plateau, l'Hôtel-Dieu, mais c'est au cœur de Montréal. Puis il y a peut-être une notion à amener là-dedans. Et ça veut dire aussi, ces fonctions-là sont aussi en concurrence pour le sol. Et comme on a laissé aller le sol, on a besoin très vite, d'ailleurs, dans le document, il manque une carte très importante. Le domaine public ou le domaine civique, il n'y a pas cette carte-là. Ça a été mentionné à la consultation sur le plan de développement de Montréal, mais c'est comme une donnée super secrète, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'érosion de ce domaine public. Puis des fois, on peut peut-être imaginer, regardez dans les villes du monde, un musée, ça n'a pas besoin d'être exclusivement un musée. Des fois, il peut être combiné avec un noyau de... regardez le magnifique ensemble de la bibliothèque Marc Favreau à côté du métro Rosemont. Équipement culturel, logement, espace public. C'est pas une formule gagnante, ça? Comment est-ce qu'on traduit ça dans le centre-ville? Parce qu'on a évidemment des forces, des échelles qui sont différentes. Mais il y a peut-être une façon de réfléchir à cet effet-là. Puis je pense que c'est bon que vous le rappeliez, qu'on ne doit pas juste faire un centre-ville soit de commerce, soit de logement. Là, chacun a sa couleur sur le plan d'urbanisme, mais penser la mixité, puis penser aussi la valeur sociale. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, effectivement, il reste quand même dans le territoire qu'on nous propose quand même assez de terrain qui pourrait être développé, notamment, on pense à tout ce qui est autour de Radio-Canada, ce qui est sous le pont Jacques-Cartier, on pense notamment à toute la question du réappropriation des berges du fleuve et des quartiers qui pourraient s'y installer. Est-ce que pour vous, ce serait là des éléments de réponse? Bien, écoutez, ce serait un élément de réponse, mais mettons que moi, si je vais sur le site web de la ville de Montréal, célèbre ville que nous adorons, eh bien, ce
que je vois sur la première page pour le site de Radio-Canada, c'est un règlement qui date de 2009. Moi, je ne vois pas du leadership, là, je vois de la gestion administrative. C'est peut-être un geste subtil qui est posé, mais peut-être des fois, il faut manifester en disant Radio-Canada, là, c'est un des plus grands terrains qui est encore disponible au cœur, pas juste de Ville-Marie, pas juste de Montréal, de toute la métropole. C'est un élément de ce domaine public qui devrait être cartographié de façon publique. Et ça, on voit les mêmes débats dans les autres métropoles. Et peut-être que ce serait un modèle qu'on pourrait imaginer, parce que nous, en plus, on peut amener des qualifications, parce qu'on a du fédéral, du provincial, du municipal, de commissions scolaires, des institutions publiques, de toutes sortes. Mais il y a de l'histoire puis de la culture associée à ces sites-là. Mais ça nous paraît, en tout cas, c'est quelque chose de fondamental et c'est un peu ce à quoi cette consultation-là veut répondre, de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre ensemble pour le faire. Il nous reste malheureusement très peu de temps. Ça a passé très, très vite, probablement trop vite. Si je vous demandais un mot de la fin, un mot, c'est-à-dire une idée sur laquelle on pourrait construire, ce serait quoi, à votre avis? Ou la chose la plus importante, selon vous? En essayant de le faire concret, tiens, je vais vous ajouter un niveau de défi. Non pas conceptuel, mais concret. Je pense que le centre-ville exige un urbanisme inclusif. Alors la démarche d'aujourd'hui, elle est importante. Ça demande du débat public, très clairement dans les démarches, parce que cet espace, il est commun à tous. Mais ça demande aussi des mesures inclusives, hein, donc une stratégie très intégrée des éléments dont on a parlé. Sans survaloriser une fonction au détriment d'une autre. Ce qui est extrêmement difficile à faire, ça prend du leadership. Hein, ça prend de la vision et du leadership, mais ça prend de l'inclusion. Christian Bélair, avez-vous fini de réfléchir? Sinon, je passe à Dino, peut-être qu'il est prêt. Non, je vais répondre. Je pense qu'il faut qu'on commence à se respecter un peu soi-même comme ville, puis avoir cette volonté de se dépasser puis de faire les choses un peu plus beaux, la ville un peu plus belle. Il y a eu plusieurs controverses sur des projets où on aurait pu avoir des appels de projets architecturaux, lesquels on n'a pas eu. La plupart du temps pour des raisons apparemment de coût ou des raisons de temps. Je pense que si on fait les choses correctement, on va avoir le temps, on va les planifier. Et pour des raisons de coût, je n'y crois pas. Donc, je pense que dans un budget délimité, on peut avoir des choses qui, d'un point de vue de design et d'architecture, peuvent être très belles et même à prix concurrentiel. Et on a, Montréal, une force créative qu'on exploite très peu et qui devrait faire partie intégrante de l'expérience Montréal. Et je vais être encore très anecdotique, mais je trouve que la nordicité de Montréal devrait être beaucoup plus présente. Et quand je pense, et je suis content que cette année, sur la Place des Arts, l'année passée, il y avait au niveau du temps des fêtes, il y avait les petits kiosques qui étaient là, mais pour celles et ceux qui ont fait la parade du Père Noël, je pense que c'est les mêmes chars allégoriques depuis au moins je ne sais pas combien d'années. Et je me dis, quand on a le Cirque du Soleil, qu'on a des C2 Montréal, et qu'on a une série de créatifs, et qu'on a des villages éphémères avec des pépinières Renco, tout ça, je pense que d'un point de vue de ville, on est capable de se doter d'une bien meilleure expérience et de quelque chose qui sera beau et qui respectera les citoyens. Et je pense que les citoyens doivent être au cœur de ces démarches parce qu'il faut faire confiance en l'intelligence des gens. Et les gens, habituellement, même en termes de développement économique sur les artères, savent qu'est-ce qu'ils veulent, savent quel commerce ils vont occuper et consulter. Et donc, qu'on fasse un peu confiance aux gens. Donc, audace, mais audace citoyenne, si je comprends bien. Oui, audace soutenue par l'énergie citoyenne. Dis-nous. Bien, c'est juste une observation, c'est qu'il ne faut pas oublier que Montréal est au sud, techniquement, de ce que le devoir appelle l'Aborum-Grade. Alors, tu sais, il faudra juste faire attention pour ne pas se faire rappeler à l'ordre par la capitale du Québec. Mais moi, il me semble qu'une chose qui serait forte, c'est une capacité foncière. Tu sais, pour avoir le sol et pouvoir faire des terrains dans un intérêt mixte. Alors, qui est-ce qui va faire ça? Mais une idée, mais ça nous prend d'abord rentrer ça dans la stratégie. Il faut que le sol, on ne soit pas que des observateurs de l'érosion du domaine public, mais que nos institutions soient engagées là-dedans. Et que pour que ce soit, vous savez, on ne veut pas une métropole et un centre-ville comptable et biodégradable. On veut une métropole culturelle et plurielle. Bien, pour ça, ça veut dire un mécanisme d'accompagnement avec la société civile. La ville, société civile et des stratégies foncières, je pense qu'on est capable collectivement d'avoir et l'ambition et la patience, parce que ce n'est pas des affaires
c'est pas j'aime bien le Nord, moi aussi, je suis d'accord avec lui, parce qu'on s'auto-mutile en se négligeant dans notre propre identité. Mais il ne faut pas faire des projets de bonhomme de neige qui fondent rapidement, surtout dans le temps des élections. Oui. La stratégie centre-ville, il faut garder le cap. Ça prend un capitaine et il faut compter sur l'alliance entre les instances élues et la société civile. N'empêche que je me souviens qu'à la consultation sur le 375e, c'était une des choses que les gens nous avaient dites pour créer de la beauté à Montréal, c'était d'embrasser notre nordicité et de faire un festival de bonhommes de neige qui pourrait bien sûr nous aider. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir participé. Ça a été trop court, comme d'habitude. Je vais inviter sous peu les gens de la ville. Alors, je vous invite d'abord tous à rester sur place parce qu'on continue avec la séance d'information. Je vais permettre à nos conférenciers de se déplacer. Et on continue donc avec la séance formelle d'information où la Ville viendra vous présenter le projet de la stratégie du centre-ville qui sera suivie d'une période de questions. C'est bien sûr la première étape et j'inviterai les commissaires à venir prendre place à la table. Donc, il y a la présidente de la commission, Mme Isabelle Beaulieu, M. Jean Cahouette, qui est commissaire, et M. Abbé Bellage, qui est également commissaire. Il s'agit de la première étape, en fait, aujourd'hui, qu'on passe avec ce grand rendez-vous et cette séance d'information pour poser des questions. Mais en accord avec ce que nos conférenciers nous ont proposé, on vous invite aussi à venir co-construire la stratégie qui va aider à mettre en action tout ce qui est présenté dans le centre-ville. C'est pourquoi nous aurons la semaine prochaine, à compter de la semaine prochaine, 4 séances thématiques de travail avec les citoyens qui souhaitent. C'est ouvert à tout le monde. Il y en a une mardi soir prochain dans les locaux de l'Office sur la question de transport et de mobilité. Il y en aura une dans la semaine suivante. Il y en aura 2 la semaine suivante. Une à l'Office et une au Centre Saint-Pierre sur les questions de milieu de vie inclusif, donc pouvoir poser les questions qu'on se posait aujourd'hui. Quel type d'habitation, quelle stratégie amener. Et une dernière, le 6 octobre, sur les questions de développement économique. Donc, on vous invite à vous joindre en grand nombre à nous à cette occasion-là. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui à la table de l'Office, à la table d'accueil de l'Office, pour l'une de ces sessions-là, si vous voulez, ou simplement vous joindre à nous de façon ad hoc. Toute l'information est disponible là-dessus. On inviterait également les gens de la Ville à venir se joindre à nous, les porte-paroles de la Ville, donc à venir présenter... Est-ce qu'ils sont là? Ça va être difficile d'avoir une séance d'information sans nos collègues de la Ville. Bon. Hein? Il reste encore du temps? Il n'est pas encore 16 heures? Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Alors, il semble qu'il reste encore une dizaine de minutes avant le début de la séance. On m'avait tellement dit de terminer à 45 que j'ai pensé que je l'avais dépassé. Désolée. Vous pouvez venir vous installer. Et on va aller inviter les autres personnes qui sont à l'intérieur, qui sont dans la ville, dans les différents lieux de l'exposition à se joindre à nous.